bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un accord commercial qui a beaucoup fait parler de lui, celui entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Finalisé la fin des années 2000, on le présentait comme un accord nouvelle génération, vraiment un modèle pour la stratégie commerciale européenne, le fameux l'Europe dans le monde. Alors l'objectif, ici, c'est de regarder un peu les points clés, les impacts potentiels, en se basant sur les documents de l'époque, les évaluations d'impact, tout ça. On va explorer cette tension, en fait, entre les promesses d'un côté et puis les craintes de l'autre. Nos sources, ce sont surtout ces études d'impact sur la durabilité, les SIA, et puis des documents de la Commission, du Parlement. Pour commencer, le contexte. L'UE, c'était déjà un partenaire important pour la Corée. Surtout le premier investisseur étranger là-bas. Mais la balance commerciale, elle, penchait plutôt de côté coréen, pour les biens. On pense aux voitures, l'électronique, tout ça. Oui, même si l'UE se rattrapait un peu sur les services. Exactement. Donc l'idée de l'accord, c'était de rééquilibrer et de stimuler l'économie, la croissance, l'emploi. Et l'ambition était vraiment énorme. Il s'agissait pas juste de baisser quelques droits de douane. Non, non. Non, non. Même si l'objectif était d'en supprimer quasiment 99% en 5 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais l'accord visait surtout à démanteler les barrières non tarifaires. C'est-à-dire les obstacles techniques, réglementaires. C'est ça, dans des secteurs clés, électronique, automobile, pharma, chimie, il y avait des annexes très très détaillées pour ça. Et puis ça allait plus loin que l'OMC pour les services. Ah oui? Oui, bien au-delà des engagements existants, services financiers, télécoms. Et puis, il y avait aussi des règles renforcées sur la propriété intellectuelle, la concurrence, l'accès au marché public coréen, la transparence. Un vrai millefeuille réglementaire en quelque sorte. Un peu, oui. Et sans oublier un chapitre sur le développement durable et même un protocole sur la coopération culturelle. Donc, très complet, Très. ambitieux. Et alors les fameuses études d'impact, qu'est-ce qu'elles prévoyaient comme retombées? Eh bien, c'est assez intéressant. Elles anticipaient des effets économiques globaux plutôt modestes. Modeste? Bon, Carrément? modeste, oui, modeste. Parce que les deux économies étaient déjà relativement ouvertes. Donc le gain macroéconomique pur semblait limité. Par contre, elles attendaient une nette augmentation des échanges, des volumes, et une spécialisation plus poussée dans certaines industries. D'accord. Et, fait notable, c'est la Corée qui devait en bénéficier proportionnellement le plus. Intéressant. Et sur le plan social, l'emploi? Ou l'environnement. Là aussi, impacts globaux jugés limités, on prévoyait des ajustements sectoriels, bien sûr, des créations d'emplois ici, des destructions là, mais sans grand bouleversement au total. Ok. Pareil pour l'environnement, même si l'accord mettait l'accent sur la coopération pour les grands défis comme le climat. Bon, si les gains globaux étaient modestes, il y a bien un secteur où ça a chauffé, c'est l'automobile. C'est là que ça s'est vraiment compliqué, non? Ah oui, tout à fait. L'ACA, l'Association des constructeurs européens, était vent debout. Ils avaient plusieurs critiques majeures. Lesquels? D'abord, les règles d'origine. Ils craignaient que l'assouplissement permettait aux Coréens d'utiliser plus de pièces non coréennes, par exemple chinoises, tout en profitant de l'accord. Et ensuite? Ensuite, il y avait ce qu'on appelle la ristourne de droit, le duty drawback. Le duty drawback. Qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est un système qui permettait à la Corée de rembourser à ses exportateurs les droits de douane payés sur des composants importés. Si le produit fini était exporté vers l'UE. Exactement. Une voiture, par exemple. L'industrie européenne voyait ça comme une sorte de subvention déguisée, quoi. D'accord, je vois. Et enfin, l'ACA doutait fort que la Corée lève réellement ses propres barrières non tarifaires, malgré les clauses de l'accord. Oui, vu le déséquilibre commercial déjà important dans ce secteur à l'époque, on comprend les tensions. Absolument. Mais il n'y avait pas que l'automobile, j'imagine. Non, bien sûr. L'UE espérait beaucoup des services financiers, juridiques et de l'agroalimentaire transformé. Vins, spiritueux, produits laitiers. Ok. La Corée, elle, visait surtout l'électronique. Et puis il y avait tous les enjeux transversaux. Faire respecter la propriété intellectuelle, lutter contre la contrefaçon, harmoniser les normes techniques. Et l'investissement? Oui, l'investissement direct était vu comme un canal important de bénéfices, surtout dans les services. Alors, au final, comment l'accord a-t-il été perçu? Quelle a été la réaction générale? Eh bien, très partagé. D'un côté, le monde des affaires, Business Europe et compagnie, était plutôt pour. Ils y voyaient des opportunités. Logique. Mais de l'autre, des secteurs comme l'auto ou le textile, via Euratex, étaient très très critiques. Et les syndicats aussi, qui craignaient des pertes d'emplois. Et en Corée? Il y avait aussi des oppositions, notamment dans l'agriculture, les services aussi parfois. Mais le point crucial, au-delà des réactions immédiates, c'était vraiment ce statut d'accord phare, de précédent. C'est-à-dire?
Mais la grande crainte des opposants, c'était que les concessions faites à la Corée sur les règles d'origine, le duty drawback, deviennent la norme, le modèle. Pour négocier ensuite avec des économies beaucoup plus grosses. Exactement. L'Inde, la Chine, la Nasen, avec un risque de créer une sorte de jurisprudence qui pourrait être dommageable pour certains secteurs européens sur le long terme. Donc pour résumer, un accord très ambitieux sur le papier, qui voulait fixer de nouvelles règles, mais avec des gains économiques globaux attendus comme modestes. C'est ça. Et à côté, des impacts sectoriels potentiellement forts, des controverses vives, surtout sur l'automobile, et cette ombre du précédent pour les futurs accords. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour réfléchir. Comment les décideurs politiques arbitrent-ils au mieux entre des gains globaux souvent limités et des coûts sectoriels qui peuvent être élevés et très concentrés? Hmm. Surtout quand ces accords doivent servir de modèle pour négocier avec des partenaires très différents en termes de structure économique ou d'échelle. C'est un vrai défi permanent pour la politique commerciale, en fait.